dans le cadre de la... Cette présentation va assurée par le psychologue Pascal Néry-Jean-Charles et sur les enjeux de la psychologie en Haïti. Donc, et pour une brève présentation de M. Pascal. M. Pascal est enseignant-chercheur à l'université et psychoéducateur. Il a cofondé, co-dirigé La Petite Chénie, qui est un centre de thérapie spécialisé dans l'accompagnement des enfants et des adolescents néo-atypiques en Haïti. Il accompagne aussi des étudiants dans le cadre de leurs travaux de mémoire à la faculté de Kiskeya, l'université de Kiskeya. Et Monsieur Pascal a reçu des récompenses pour ses travaux auprès des enfants et des adolescents neuroatypiques. Et il a reçu deux prix, ou du moins deux récompenses, délivrées par l'Institution américaine Psychological Association, Association et l'Université Pontificia Católica Madre y Maestra. Monsieur Pascal est aussi directeur et exerce en tant que consultant en nutrition, santé et famille. Il est aussi responsable, l'actuel président de l'Association haïtienne de psychologie. Et M. Pascal est aussi fondateur, président de la Fondation haïtienne pour les troubles d'apprentissage. Donc, nous, c'est avec beaucoup d'honneur nous recevons, nous accueillons M. Pascal Néry-Jean-Charles pour cette présentation sur les enjeux de la psychologie en Haïti. Merci beaucoup. Monsieur Pascal. OK. Monsieur Pascal. Merci Milo pour cette présentation. Donc, je vais parler des enjeux de la psychologie en Haïti. Donc, ça va être beaucoup, ma présentation on va un peu contextualiser ce qu'on vit et on va surtout voir aussi par rapport à l'Association haïtienne de psychologie, comment, quels sont les enjeux de la psychologie en Haïti de nos jours. Donc, la première chose, c'est il faut voir que l'Association haïtienne de psychologie a pris naissance en 2011. Et Ronald Jean-Jacques, qui était notre premier président, et il avait fait ce constat à l'époque. En 2011, il y a un peu moins de 50 travailleurs sociaux et 30 infirmières et 20 psychiatres et qui occupaient des différentes fonctions au niveau de la santé mentale des Haïtiens et des Haïtiennes. Et c'était un nombre insuffisant parce qu'à l'époque, on parlait de 8 millions d'habitants et on avait le taux de soutien psychosocial le plus bas des Caraïbes et de l'Amérique latine et l'un des plus bas au monde. C'est-à-dire que si on prend le cas d'Haïti, donc notre ratio de psychologues par rapport à la population, donc en 2011, on avait une ratio très basse par rapport à la population, par rapport aux pays qui sont tout près de l'Amérique latine et de la Caraïbe, et par rapport au monde entier. C'est-à-dire que Haïti est un des pays, et ça n'a pas vraiment évolué depuis, Haïti, c'est un des pays en ce qui concerne la santé mentale, on a vraiment très peu de spécialistes, de personnes qualifiées et formées qui puissent aborder ce sujet-là, ce problématique-là. Donc déjà, dans le jeu, on peut voir l'enjeu qu'on a, c'est qu'on est un pays qui se trouve vraiment à l'arrière-plan en ce qui concerne la santé mentale. Et donc ça, c'est déjà quelque chose de critique pour nous en tant que pays, mais et aussi c'est quelque chose qui nous pousse à réflexion lorsqu'on regarde la situation que nous vivons aujourd'hui. Cependant, nous allons voir quand même qu'il y a eu des progressions à plusieurs niveaux, mais il y a la situation politique aussi entrave ces progressions. En 2023, on ne dispose pas de données en 2023, mais ce qu'on constate, c'est que de nombreux spécialistes en psychologie quittent le pays en raison de l'insécurité. Et majoritairement, ces spécialistes-là se rendent au Canada, en France et aux États-Unis. Donc, par conséquent, bien qu'il y ait beaucoup de psychologues de 2011 à 2023 qui se sont formés entre-temps, mais par conséquent, il y a une augmentation des professionnels de la psychologie entre-temps. Une grande partie ne sont pas en Haïti. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens
qui se sont formés en psychologie dans l'intervalle de 2011 à 2023. Mais beaucoup de ces psychologues-là, malheureusement, ne se trouvent pas en Haïti. Et si on prend l'Association haïtienne de psychologie, actuellement là, on a environ 50 membres actifs. Mais l'Association haïtienne de psychologie a plus de 300 inscrits. Donc, parmi ces 300 inscrits-là, la majorité de ces gens qui se sont inscrits à un moment donné à l'association ne se trouvent pas dans le pays actuellement là. Et l'autre chose, c'est qu'on a 50% d'étudiants dans l'association. Et sur la majorité de nos membres, donc, parce qu'on a différents types de membres, il y a des membres effectifs, des membres adhérents. Donc, il y a 50% d'étudiants, non pas, 50% des membres qui sont des étudiants et n'ont pas soutenu leur mémoire de licence. Et la majorité des membres ne sont pas actifs, chiffre à déterminer. Donc, on n'a pas encore vraiment ces chiffres-là, mais quand même, donc, ce qui dit que beaucoup de psychologues en Haïti, il y a beaucoup de gens qui étudient la psychologie en Haïti, mais la moitié de ces personnes-là qui étudient la psychologie en Haïti n'ont pas soutenu leur mémoire de licence. Et l'autre chose qui est importante de voir dans ça, c'est que la majorité des membres aussi ne sont pas actifs, c'est-à-dire que et sous ces 300-là, si on considère ces 300-là le chiffre de l'association, donc là, il y a une grande partie qui ne sont pas actifs, donc soit ils sont dans le pays, mais ils se sont reconvertis dans d'autres domaines, ou bien ils ne continuent pas avec l'association, ou bien ils ont laissé le pays. Donc maintenant, ça, c'est un chiffre à déterminer. Donc c'est quelque chose que l'association devra effectuer une enquête pour mieux situer la situation actuelle. Maintenant, la situation de la santé mentale en Haïti aussi, a vraiment pris un essor, on pourrait dire, en 2010, suite au CI de 2010. Donc, il y avait la création d'un centre de psychotraumatologie et qui a été installé en février 2010 par une ONG, URAMEL, et un centre d'intervention de recherche et psychosociologie, CRIPS, qui était rattaché à la faculté des sciences humaines, créée en mars 2010. Donc, c'était à l'époque, c'était les deux seuls espaces créés pour fournir à beaucoup de gens traumatisés les services de psychologie, psychiatrie et autres travailleurs sociaux. Mais maintenant, URAMEL existe toujours. Pour le CRIPS, bon, le fonctionnement, bon, pour le CRIPS, bon, et on ne peut pas vraiment dire que c'est une institution qui fonctionne, qui existe vraiment, mais URAMEL existe, mais le type de clientèle ou bien le type de service que ça avait donné à l'époque de 2010, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de modifications en ce sens. Donc, depuis, il n'y a pas vraiment eu et d'autres centres euh, à grande échelle, pour ainsi dire. Il y a eu des initiatives aussi à la faculté d'ethnologie, et il y a eu d'autres initiatives, mais vraiment à grande échelle, il n'y a pas vraiment des centres de référence au niveau de la prise en charge des personnes traumatisées ou bien de la prise en charge des personnes vraiment affectées en psychologie. Quand je parle de ça à bon niveau, il y a certainement parmi nos membres il y a beaucoup d'initiatives particulières. Mais des initiatives collaboratives, il y en a très peu. Et nous allons voir que la majorité des initiatives qu'il y a sur le plan de la santé mentale sont attachées à des ONG et la majorité de ces ONG-là, ce sont des ONG internationales. Donc, maintenant, suite au tournoi 2010, il y a eu ces initiatives-là. Suite au CI 2021, il y a eu aussi de nombreuses interventions qui ont été réalisées dans le Grand Sud, y compris nous autres, en tant qu'association, nous avons aussi, nous sommes intervenus aussi dans le Grand Sud. Donc, en Haïti, le tremblement de terre a été vraiment quelque chose de déterminant pour la psychologie, parce que ça avait permis qu'on puisse employer beaucoup de psychologues. Ça avait permis aussi la création des deux centres sous-mentionnés. Et en 2021 aussi, ça avait permis qu'il y a beaucoup d'organisations et beaucoup d'ONG aussi qui s'étaient rendues dans le Grand Sud pour intervenir dans le cadre du séisme. Mais maintenant, toutes ces interventions-là, surtout dans la temporalité, ce sont des interventions qui se font de manière ponctuelle, mais sous la durée, on voit vraiment que sous la durée, donc, plus le temps passe, et moins il existe
des institutions pérennes et capables de vraiment prendre en charge les personnes en détresse psychologique. La situation de la santé mentale en Haïti, on dit que c'est déplacé à l'intérieur du pays. Et ces chiffres-là, ce sont des chiffres et ces chiffres-là, ce sont des chiffres partagés par l'OIM. Et plus de la moitié des personnes actuellement déplacées dans le pays l'ont été en 2023. Donc, ce qui illustre l'aggravation constante de la situation sécuritaire et humanitaire, en particulier dans la capitale du Port-au-Prince. Et donc, on peut dire, si on prend ce chiffre-là, et 70 000 personnes assez, donc ce sont des gens qui ont été victimes de différents types de violences. Donc, et cette situation constitue vraiment une menace pour la santé mentale de la population. C'est que la situation que nous vivons aujourd'hui, et non seulement ça a un impact, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a, comme s'il y a beaucoup de gens qui ont été, il y a plus de 2000, 3000 personnes qui ont été kidnappées, mais pour cette année, on peut dire plus de 1000. Cette année seulement, il y a plus de 1000 personnes qui ont été kidnappées, mais si on fait la cumul des différentes années, donc il y a vraiment au moins 4000, 5000 personnes qui ont été kidnappées. Les chiffres ne sont pas exacts. Plus, il y a plus de 310 000 personnes qui ont été déplacées. Il y a beaucoup de filles qui ont été violées. Donc, vraiment, la situation actuelle est vraiment grave si on prend en compte ces différentes données, mais les 310 000 personnes déplacées doivent nous alerter parce que dans ce processus de déplacement-là, qui est causé par la violence des gangs, il y a quand même lieu de parler d'un traumatisme et sans compter tous les autres impacts que ces personnes ont subi. Maintenant, la situation de la santé mentale en Haïti, et en 2022, il y a un collègue qui s'appelle Colès Mon Désir qui avait fait une campagne sur la dépression qui s'appelait SOS Dépression. Et l'association avait supporté cette campagne-là à travers sa ligne d'urgence 29 19 90 00. Et à travers cette campagne-là, ce qu'on avait vu de septembre à octobre 2022, nous avons reçu 332 appels et 19% de ces appels étaient liés à la dépression. C'est-à-dire que, et d'ordinaire, il faut comprendre qu'en Haïti, le fait qu'on ne parle pas vraiment, le fait qu'il manque de la psychoéducation, le fait que les gens ne sont pas bien formés sur la santé mentale, donc très souvent, les gens ne savent pas et ne peuvent pas interpréter ou comprendre ce qui leur traverse et leur vécu, qu'est-ce qui se passe en eux. Mais une fois que ces gens-là ont été éduqués, mais informés et sensibilisés par rapport à la dépression, nous avons vu qu'on avait reçu et quand même beaucoup d'appels qui étaient liés à la dépression. Donc, 19% de nos appels, parmi les 332 appels qu'on avait reçus durant la période de septembre à octobre 2022, étaient liés à la dépression. Et on avait vu qu'il y avait d'autres problèmes, parmi lesquels des problèmes conjugaux. Il faut dire que 9% des appels étaient liés avec des problèmes entre des personnes relationnelles, entre des personnes. Donc, ça, c'est aussi une chose à prendre en considération parce que avec les différents confinements, avec les différentes situations que nous vivons, donc, des études ont montré aussi aux États-Unis avec la COVID-19 que les gens qui restaient comme s'il y avait une hausse de violence conjugale, avec une hausse de violence interfamiliale parce que le fait de passer plus de temps dans la maison, ça augmente la probabilité qu'il y ait des conflits, ça augmente des problèmes de communication, etc. Donc, problèmes de conjugaux, donc il y a beaucoup plus on peut dire qu'il y a beaucoup plus de défis au sein des familles pour gérer le quotidien. Et ensuite, subséquemment, on a vu qu'il y avait l'angoisse, des gens qui appelaient parce qu'ils étaient angoissés, le stress et d'autres types de violences, etc. Donc, ça nous donne une idée des tendances des gens. Maintenant, la situation de la santé mentale en Haïti, en octobre et novembre 2023, le nombre des personnes appelant pour reporter des idées suicidaires était autour de 12% des appels reçus. C'est-à-dire que 12% des appels que nous avons reçus de octobre et novembre 2023 étaient liés avec des personnes qui avaient des idées suicidaires. Donc, si vous regardez en 2022 et de septembre à octobre 2022, à peu près un an avant, donc on avait
beaucoup d'appels qui sont liés à la dépression. Et donc, maintenant, en octobre et novembre 2023, on a une tendance des gens qui appellent parce qu'ils ont des idées suicidaires. Autour de 12% des appels reçus. Et la ligne de l'association a 4 ans d'existence et c'était pour la première fois que qu'on avait reçu un taux aussi gros pour ce motif-là. Donc, on n'avait jamais reçu un taux aussi gros pour les motifs de dépression depuis la création de la ligne. Donc, il faut dire en passant que cette ligne-là a reçu plus de 18 000 appels. Donc, et ces chiffres-là sont extrêmement importants et pour nous autres parce que ça nous montre justement et l'impact que la situation que nous vivons aujourd'hui a sur la population. Et ça nous montre aussi il y a urgence vraiment à considérer la santé mentale parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement là qui se sentent tellement désespérées, qui manquent tellement de perspectives, qui sont tellement affectées par ce que nous vivons. Donc, il y a vraiment une hausse de ces personnes-là qui, euh, qui vraiment ont des idées suicidaires et vraiment cherchent de l'aide pour pouvoir survivre la situation que nous vivons. Donc, tous ces chiffres-là, toutes ces données-là nous montrent que, en réalité, la situation que nous vivons a un impact sur la santé mentale des gens. Mais ça nous montre aussi, pour que ces gens-là puissent appeler ou bien recourir au service de psychologue, ils doivent être informés, ils doivent être sensibilisés. Parce que ces hausses d'appels que nous avons eues, ces 12% d'appels que nous avons eus en octobre et novembre 2023, faisaient suite aussi à des messages SMS on envoyait à différentes personnes de la population pour les solliciter à appeler si toutefois ils avaient des idées suicidaires. Donc, avec un financement qu'on avait reçu de l'Organisation mondiale de la santé, ils avaient supporté aussi la diffusion de SMS pour une large population, et que ce soit à Port-au-Prince ou ailleurs. Et c'est suite à ces différents SMS-là que nous avons constaté une hausse considérable d'appels, premièrement, et parmi ces appels-là, on a reçu 12% et de personnes qui appellent en novembre et en octobre pour des idées suicidaires. Et il y a d'autres chiffres aussi qu'on pourrait discuter dans une autre conférence éventuelle. Maintenant, il faut dire que, comme je disais tantôt, et la contribution des ONG sont énormes à la psychologie en Haïti. Et il y a quelques organisations internationales qui ont cherché à travailler avec des professionnels haïtiens. Il y a Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Association des psychologues noirs, Organisation internationale pour les migrations, Douleurs sans frontières. Il y a Zami la santé, que j'ai pas mis là, mais Zami la santé qui joue un rôle extrêmement important aussi et dans le département du sang un peu de l'Artibonite aussi. Il y a eux-mêmes aussi, ils font recours avec de nombreux psychologues. Donc, les organisations non gouvernementales, les organisations, les ONG, contribuent énormément à la santé mentale en Haïti et contribuent énormément à l'obtention, à faciliter l'emploi de nombreux psychologues. Et il y a beaucoup d'ONG aussi qui évoluent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive qui aussi font appel à des psychologues. Maintenant, les formations en psychologie les plus fréquentes en Haïti, il y a la prise en charge des psychotraumatismes. Bon, ça, il faut dire qu'il y a, par rapport à ce que nous avons vécu depuis en 2010, il y a eu beaucoup de formations qui ont été données par rapport à la prise en charge des psychotraumatismes. Il y a aussi des psychologues, de nombreux psychologues qui ont été formés en thérapie cognitivo-comportementale. On a vu aussi qu'il y a des psychologues qui ont été formés en thérapie interculturelle. Et, et on va retourner sur le EMDR. Ben, il y a beaucoup de psychologues qui ont été formés en EMDR en Haïti. Ensuite, il y a le décryptage biologique des maladies corps-esprit, la technique psychocorporelle, accompagnement des amputés et le deuil. Donc, la majorité les formations les plus fréquentes qu'on a pu recenser en Haïti sont liées à ce type de thématique-là. Malheureusement, on n'a pas vraiment de chiffres de vraiment combien de personnes qui ont une formation spécifique dans ces domaines-là.
mais nous pouvons dire de manière globale que ce sont les tendances les plus récurrentes de formation en Haïti. Mais l'approche dominante, et suite au tremblement de terre de 2010, est l'approche EMDR. 60% des psychologues seniors de l'Association haïtienne de psychologie ont reçu une formation à cette thérapie. Bien entendu, et la majorité n'ont pas vraiment conclu une formation totale en MDR, mais ils ont tous eu une formation à cette thérapie, à cette approche-là. Donc, et au sein de l'association, surtout par rapport aux psychologues seniors, alors là, je parle des psychologues qui ont créé l'association et les psychologues les plus aînés. Donc, la majorité d'entre eux, 60% d'entre eux, avaient reçu une formation à cette thérapie. Maintenant, où est-ce que les emplois, où les psychologues sont employés en Haïti? Donc, la grande majorité des psychologues en Haïti, ce sont des psychologues cliniciens, travaillent dans des ONG et ils travaillent surtout dans ces domaines respectifs-là, la violence basée sur le genre, le soutien aux personnes vivant avec le VIH, des problématiques de maltraitance d'enfants et de malnutrition en plus petite quantité. Donc, on va beaucoup plus de psychologues dans des unités de santé, par exemple, post-rêve et pause et les centres gestio, qui travaillent plutôt dans le soutien avec les personnes PVVIH, Fondation COVI, etc. Maintenant, ils sont en train d'élargir. La violence basée sur le genre aussi, c'est très large. Maintenant, les programmes de maltraitance d'enfants de malnutrition, et il y a aussi des organisations qui travaillent dans ça, des ONG, mais c'est en beaucoup plus de quantité. Donc, la plupart des psychologues travaillent dans des ONG. Donc, il manque des données exactes pour connaître le nombre exact de psychologues qui travaillent dans ce domaine. Mais ce qu'on sait, c'est que la majorité des psychologues travaillent dans les ONG. Donc, il y a très peu de psychologues qui travaillent en cabinet privé et il y a très peu de psychologues qui travaillent dans le secteur public en tant que psychologue. Donc, le secteur qui emploie beaucoup plus de psychologues en Haïti est le secteur des ONG. Il y a des failles dans notre système de santé mentale. Premièrement, il y a les services de santé mentale, le réseau des services de santé mentale est inadéquat, est inapproprié. Et parce qu'il n'y a pas vraiment un réseau, oui, dans le ministère de la Santé publique, il y a une unité de santé mentale, mais c'est une unité qui manque des moyens, que ce soit des moyens financiers, des moyens logistiques, il manque ces moyens-là et elle manque, cette unité-là manque ces moyens-là. Ensuite, il y a, si on regarde dans les différents services et dans les différents dispensaires de santé dans le pays, à travers le pays, il n'y a pas vraiment de service de santé mentale qui soit disponible. Et donc, il y a seulement 200 hospitaliers en psychiatrie qui se trouvent à Port-au-Prince. Et parmi ces 200-là, il y a un de ces centres-là qui se trouve dans bon, les 200, on pourrait dire, j'allais dire un, mais excusez-moi, mais c'est les 200, des deux centres publics qui capables de prendre en charge des personnes avec avec des maladies mentales sont sous l'emprise des gangs. C'est-à-dire qu'il y a un en centre-ville, il y a un tout près tout près de Croix-des-Bouquets dans cette zone-là. Donc, ces deux centres-là sont quasi dysfonctionnels. Et il y a aucun endroit qu'une personne avec des graves problèmes de santé mentale pourrait aller, graves problèmes en termes de maladies de santé mentale pourrait aller pour avoir une prise en charge appropriée dans le secteur public. Il y a des initiatives dans le secteur privé, mais moi-même personnellement, je connais deux institutions privées qui offrent des services au niveau de la psychiatrie. Mais après ça, il y a très peu de services disponibles en santé mentale et le réseau de services de santé mentale dans le secteur public est vraiment inexistant actuellement au moment que nous parlons. Bien entendu, comme j'avais mentionné tantôt, et heureusement, nous avons les différents ONG, les différentes institutions que j'ai mentionnées tantôt, qui permettent et qui favorisent quand même un certain soulagement pour les personnes qui en ont besoin, mais qui sont entièrement insuffisants. Maintenant, il y a des problèmes d'addiction et des consommations de substances et qui ne sont pas pris en compte aussi dans le système de santé publique. Donc, normalement, on a pu remarquer que dans le système de santé publique,
en Haïti, par exemple, dans la question d'addiction et problème de consommation, il y a la PAC qui se trouve à dans 60. Ensuite, il y a une autre institution qui s'appelle FRRT, mais à part cette institution-là, il n'y a pas une prise ni une politique systématique au niveau de la santé publique pour adresser ce genre de problème-là. Mais nous savons que les problèmes d'addiction et de consommation de substances vont en augmentation parce qu'ils sont corrélés avec la situation que nous vivons. Et lorsque nous regardons le mode de fonctionnement en général du pays, donc on voit qu'il y a beaucoup de consommation d'alcool et on sait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui commencent très tôt à fumer la marijuana, etc. Et tout ça va avoir une incidence sur leur santé mentale dans certains cas. Surtout, il y a des études qui montrent plutôt quand on commence à fumer la marijuana et à consommer de la drogue très tôt, donc ça plus de probabilité d'affecter certains fonctionnements et sur le plan de la santé mentale des futurs adultes. Donc, très peu de programmes au niveau de la santé mentale pour aborder les problèmes des populations vulnérables, enfants, adolescents et les vieillards. Et si nous regardons la situation actuelle, nous allons voir, on n'a pas de chiffres, mais selon tous les constats, y compris UNICEF a fait ce constat-là, c'est qu'il y a une très grande partie des personnes qui se trouvent dans les groupes armés, ce sont des enfants. Mais il y a très peu de programmes de santé mentale qui abordent les problèmes des enfants et des adolescents. Et pour les personnes âgées, donc là, ils n'en parlons pas, il y a vraiment, vraiment très peu. Et l'autre chose, il y a quasiment pas de données épidémiologiques fiables en santé mentale. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à faire et à travers la population. Donc, maintenant, en termes de prévalence, euh, ce qu'on a pu observer selon les données disponibles, donc parmi les psychiatres et les hôpitaux psychiatriques que j'avais mentionné tantôt, il y a 30% des populations de ces hôpitaux-là et avaient la schizophrénie, 30% avaient des troubles de bipolaire avec manie et 15% avaient d'autres types de psychoses et 5% avaient de l'épilepsie. Mais avec le tremblement de terre, l'insécurité, la violence et les désastres naturels, il y a beaucoup de personnes que nous estimons qui pourraient avoir le trouble du stress post-traumatique. Maintenant, et 40 psychologues approximativement pratiquent en clinique privée, selon certaines données de l'association, mais bon, actuellement, ce ne sont pas vraiment des gens qui sont en privé, donc ils ont des travaux, mais il y a 40 approximativement. Il y a 3 spécialistes en Haïti à l'époque qu'on avait, lors de notre dernier recensement, qui sont spécialisés en addiction et drogue. Il y a parmi ces spécialistes-là, je connais un qui a malheureusement laissé le pays. Il y a au moins 15 spécialistes en EMDR, mais la majorité de ces psychologues-là se trouvent dans la capitale. Donc, il y a quand même des progrès au niveau de la psychologie. Le tremblement de terre de 2010 a été un formidable élan à la carrière de psychologues et c'est un événement malheureux et très regrettable, mais c'est un événement qui a donné un élan à la carrière de la psychologie. Et c'est à la suite de cet événement-là que l'Association haïtienne de psychologie est née. Donc, l'Association haïtienne de psychologie a été créée vers la fin de 2010, début 2021. Ensuite, il y a la création de 2 facultés de psychopédagogie au niveau du secteur public à l'extérieur de Port-au-Prince, à Cap-Haïtien. Il y a la création de facultés privées de psychologie dans les universités renommées et nouvelles universités. Par exemple, il y a l'Université Notre-Dame qui, après le tremblement, dans cette même période-là, aussi dans l'intervalle, a créé une faculté de psychologie. Il y a l'Université euh, Franco du Cap-Haïtien qui a aussi une faculté de psychologie. Et dans les universités publiques, il y a l'Université publique du Cap-Haïtien, UP, et UP, l'Université publique Cap-Haïtien, UPCH, je crois, et UPMCH, Nord du Cap-Haïtien, et qui a une faculté de en psychopédagogie. Et il y a aussi la faculté et à l'Université de Limonade. Donc, il y a au moins 6 facultés de psychologie reconnues dans 2 régions du pays. Donc, le Cap-Haïtien et Port-au-Prince, ce sont les 2 régions dans le pays où les gens peuvent recevoir une formation en psychologie. Donc,
on pense que ça fait partie des progrès, c'est que et, la psychologie pendant avant 2010, avant 2021, tout avant cette période-là, on pouvait l'étudier uniquement à la faculté des sciences humaines et à l'ethnologie. Mais maintenant, après, donc, il y a l'offre a augmenté dans le nord spécifiquement et à Port-au-Prince, il y a eu des facultés, il y a eu l'Université Notre-Dame qui a offert cette option, donnant ainsi la possibilité que plus de personnes puissent être formées en psychologie. Donc, l'Association haïtienne de psychologie, notre mission, c'est d'apporter à la population haïtienne une assistance psychologique de qualité à travers la promotion de pratiques professionnelles, éthiques et responsables. Nous avons différents buts: promouvoir la psychologie comme discipline scientifique et faire connaître les psychologues en rendant compte de leurs travaux, encourager et promouvoir la recherche en psychologie en Haïti, constituer un espace de réflexion et de recherche sur la psychologie et ses pratiques, protéger la profession de la psychologie et la société haïtienne contre tous les abus et actes de charentisme, donc défendre les intérêts de la psychologie. Donc, l'Association haïtienne de psychologie euh, a beaucoup d'objectifs et a beaucoup d'affiliations internationales. On est membre de l'Association américaine de psychologie, membre des associations caribéennes de psychologie, membre de différents types de regroupements au niveau international. Donc, c'est une association qui est reconnue sur le plan international. Maintenant, les réalisations récentes de cette organisation-là a été la création de la ligne que je vous ai parlé tantôt, qui a facilité que plus de 18 000 personnes ont pu recevoir des appels. Ensuite, des interventions après le séisme de 2021 d'octobre 2021 jusqu'à juin 2022. On a fait pas mal d'interventions dans le Grand Sud. On a pu signer une convention avec le ministère de l'Éducation nationale pour l'insertion du professionnel en psychologie. On a signé des conventions avec la République dominicaine pour des activités conjointes parce que la République dominicaine, en République dominicaine, il y a beaucoup d'Haïtiens qui immigrent et malheureusement, nos concitoyens sont victimes de beaucoup de violences, de discrimination derrière. Donc, donc c'est extrêmement important de ce partenariat conjoint, de vraiment voir l'impact de ces maltraitances-là, de l'immigration et sous les Haïtiens vivant en République dominicaine et comment Haïti et la République dominicaine, on peut, sous le plan de la santé mentale, s'unir pour comprendre les différents phénomènes que, en tant qu'île, nous traversons par rapport à la santé mentale. Ensuite, nous avons pu réaliser des programmes communautaires d'éducation en santé mentale sur les différents réseaux et de l'association. On avait fait un sondage en 2021 et par rapport à qu'est-ce que les gens connaissent, qu'est-ce que les gens comprennent de la psychologie, plus ou moins. On a vu que 100% des personnes, sur 4 personnes qu'on avait interviewées, 100% de ces personnes-là savait que pour être psychologue, il faut avoir une étude en psychologie. Parce que très souvent, on appelle les psychologues docteurs, mais pas parce qu'ils ont un doctorat, mais parce que très souvent, on confond le psychologue à un médecin. Donc, c'était important pour nous de voir est-ce que cette mentalité de confondre la psychologie avec un médecin est quelque chose qui a évolué pour qu'on puisse comprendre que la psychologie est une carrière séparée. Psychologue là seulement pour nous qui ont un problème mental. Donc, 91% des personnes avaient compris que, et sur les 44 personnes qui ont répondu au questionnaire, que non, les psychologues ne sont pas seulement là pour des personnes qui ont des problèmes mentaux. Et ensuite, si vous avez un problème ou si vous connaissez un enfant qui ne peut pas apprendre à l'école, est-ce que vous allez le référer au psychologue? 95% des gens disaient oui. Si vous avez une entreprise, est-ce que vous allez penser à un psychologue? 86% des gens disaient oui. Donc, cette tendance nous montre que il y a quand même une progression et parmi ces échantillons qui avaient répondu à ce questionnaire, il y a quand même une progression quant à la perception que les gens ont de la psychologie. Et ceci, c'était important pour nous de voir les différentes implications de la psychologie, pas seulement de la psychologie clinique, qui est quelque chose qui est prépondérant
dans notre réalité haïtienne, mais c'est de voir au niveau de la psychologie scolaire et de la psychologie de l'éducation et au niveau de la psychologie du travail et organisationnel, de voir quelle est l'appréhension, quelle est la compréhension des gens sur le fait que les psychologues devraient pouvoir intervenir soit dans les écoles, soit dans les entreprises. Et donc, les gens, 34% des personnes qu'on a interviewées aussi, serait très propice à encourager une personne à aller voir un psychologue. Donc, il faut dire que, et en dépit des circonstances, si nous nous basons sur ce petit échantillon, sur ce sondage, qui n'est pas vraiment représentatif du pays, mais quand même, on peut voir qu'il y a quand même question de faire plus d'investigations en ce sens pour voir comment la santé mentale, la perception de la santé mentale, la perception des services en santé mentale, de prendre l'aide, de demander, de solliciter, elle commence à évoluer, comment c'est aujourd'hui. Mais déjà, et on peut dire que de manière générale, on voit une tendance favorable à la santé mentale. Et ceci, on peut dire, c'est aussi parce que la situation est, s'est tellement détériorée que dans les médias, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les médias, beaucoup de personnes le stress, de santé mentale. Bien entendu, ils ont tout la santé mentale, mais quand même, c'est un sujet d'actualité. Maintenant, en termes de perspective, nous pensons si on prend les enjeux qu'il y a pour la santé mentale aujourd'hui en Haïti, de nuer avec des campagnes pour la psychologie scolaire et la psychologie en éducation. Vraiment, pour qu'il y ait une intégration professionnelle des psychologues dans les écoles et dans les entreprises aussi, parce que ce que nous vivons en Haïti actuellement là, ça a un impact directement sur les enfants. Donc, il est extrêmement important et pendant longtemps, malheureusement, on n'a jamais vraiment considéré la nouvelle, les générations passées, l'impact que les différents événements passés ont eu sur les adultes d'aujourd'hui. Donc, il est extrêmement important de continuer à faire des plaidoyers, à insister pour qu'il y ait vraiment un programme normalisé de psychologue en éducation scolaire et pour que vraiment les enfants puissent bénéficier de ce type d'accompagnement. Donc, il faut l'intégration des professionnels, des psychologues dans les écoles et aussi au sein des entreprises et surtout cette année, le thème qui a été retenu pour la Journée mondiale de la santé mentale qui sera le 10 octobre est lié justement à l'importance et de considérer le bien-être au niveau du travail. Donc, c'est extrêmement important si nous considérons la situation que nous vivons aujourd'hui, que aussi que les entreprises commencent à avoir à penser comment ces employés-là qui travaillent là, qui ont vécu, qui ont travaillé sous des tirs, qui ont vécu des traumas, comment aussi ils peuvent apporter un accompagnement au niveau de leur santé mentale et tous les autres types de support et d'accompagnement que peut donner un psychologue organisationnel. Comme j'avais mentionné tantôt, il faut voir aussi que actuellement là, dans les groupes armés, il y a une grande partie de ces personnes dans les groupes armés qui sont des enfants et des adolescents. Donc, c'est important aussi de penser au développement du programme de rééducation et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi, des enfants en conflit avec la loi. Parce que de nos jours, on a la Sermicole, mais dans d'autres pays, il y a toute une série de dispositifs que nous pouvons mettre en place en Haïti pour vraiment mieux encadrer les enfants, les adolescents qui en conflit avec la loi, qui ont des problèmes de comportement, de vandalisme, de banditisme, etc., pour pouvoir diminuer, pour pouvoir mieux les encadrer, pour mieux les orienter et pour faciliter leur adaptation dans la société. Et ensuite, au niveau des services que nous pensons qui est important de faire, c'est pouvoir rendre la ligne et que nous avons, la ligne de l'association, bien, qui est d'autres lignes, mais il doit pouvoir avoir des lignes d'urgence qui fonctionnent 24 heures sur 24. Malheureusement, nous travaillons activement au sein de l'association pour rendre ça possible, parce que des études ont montré que les gens ont tendance à appeler beaucoup plus durant la soirée et que durant la journée, parce que durant la soirée, c'est le moment que la majorité des gens pensent et réfléchissent à l'association, à leur vie. Donc, ce serait pertinent qu'il y ait des lignes de support
psychologie qui fonctionne 24 heures sur 24, pouvant ainsi et être beaucoup plus accessible et où les gens, dans les moments véritablement de détresse, ils peuvent avoir recours à un premier support psychologique. Il faudrait aussi penser à des campagnes pour le châtiment corporel et l'éducation positive, parce que l'éducation familiale en général, l'éducation communautaire et travailler avec les familles, les communautés par rapport à l'éducation positive. Parce que ce que nous constatons, c'est que la violence que nous vivons dans la société, cette violence-là commence dans les familles. Cette violence-là commence dans les familles. Ensuite, ces violences-là vont dans les petites communautés et ces violences-là, maintenant, deviennent de plus en plus grandissantes. Donc, c'est important d'adresser ce problème à la base, de vraiment sensibiliser les familles, travailler avec les familles, travailler avec les communautés, les organisations de base, communautaires de base, pour que, pour qu'on puisse faire la promotion et l'instauration de nouveaux styles d'éducation positive. Mais il faut aussi qu'on parle de notre histoire et l'impact de notre histoire. Il n'y a pas d'auteur et nous autres aussi, nous adhérons à cette façon de penser qui montre que ce que nous vivons en Haïti actuellement là peut être lié à ce qu'on pourrait appeler un trauma historique. Donc, on est en train de répéter des schèmes et de manière récurrente, chaque 5 10 ans, on répète des schèmes et on n'a jamais pu rompre avec ces schèmes. Donc, il est extrêmement important aussi que nous posons ce problème et sur le problème sur le plan national, qu'il y ait de nouvelles politiques sur le plan national qui considèrent l'histoire Haïti avec impact Haïti, impact histoire. Donc, l'histoire d'Haïti et son impact, comment et notre histoire a un impact sur notre manière de vivre et comment, en ce sens, on peut développer un programme de peace building, un programme de construction de paix et le rôle que le psychologue devrait jouer dans cette reconstruction de la paix en Haïti en considérant et en tenant compte de l'histoire que nous avons vécue, etc. Donc, c'était tout ce que je devais partager avec vous aujourd'hui. Donc, merci pour votre écoute. Et s'il y a des questions, je suis prêt à les... D'accord, merci Pascal, c'est une très bonne présentation. Et maintenant, nous faisons place aux questions. Donc, et les participants, participantes peuvent poser les questions soit dans le chat ou ils ou elles peuvent lever la main pour pouvoir poser leurs questions. Merci. Alors, comme je vois que les gens tardent à réagir, en fait, je lance la première pierre. Vraiment, merci et Pascal de t'être mis disponible pour nous. Et aussi, merci pour cette présentation. Donc, on a un panorama assez global de la psychologie et aussi sa progression dans le temps, notamment par rapport à la perception de la psychologie et aussi par rapport à l'intervention de nos psychologues, notamment par rapport à différents champs et où ils interviennent actuellement en Haïti. Alors, en fait, je voulais réagir sur la dernière partie et je voudrais que tu un peu... Je sais que ça fait l'année dernière, je crois, il y avait un sommet qui a été organisé sur, sur en fait, comment la psychologie peut aider dans la paix en Haïti. Alors, je voulais revenir sur cet aspect-là. Alors, concrètement, toi qui as été l'un des moteurs de de ce sommet et également par rapport à ton intervention sur le terrain et toi, par rapport à ton regard aussi et ce qui se passe en Haïti. Alors, comment, selon toi, la psychologie peut aider dans un effort de paix, si je peux dire ainsi, en Haïti? C'est ça ma question. Très bien. Merci pour la question, Bradley. Bon, oui, en effet, en janvier 2023, on avait réalisé le premier sommet sur la psychologie de la paix en Haïti.
Et lors de ce sommet-là, on avait eu différents spécialistes de différents domaines, des anthropologues, des sociologues et des économistes. Et l'idée, c'était de voir et d'essayer de comprendre que si on prend l'histoire d'Haïti, donc, et on a au moins plus que 12 événements ou qui sont marqués par des situations et qu'on pourrait qualifier, qui pourraient être traumatisants pour la population, à commencer par l'arrivée de nos descendants sur l'île qui ont été forcés de laisser leur terre pour venir ici, notre révolution pour avoir notre indépendance. Donc, il y a une série d'événements que nous avons eus et les ensembles de ces événements-là ont un impact incommensurable sur la santé mentale et des personnes. Maintenant, ce que nous avons constaté aussi, c'est que dans tous les politiques publiques, dans toutes les démarches que les différents gouvernements, si on peut dire, de après Duvalier à nos jours, il n'y a jamais eu et aucun de ces gouvernements, aucun de ces partis politiques qui ont abordé la question du trauma. Donc, il n'y a jamais eu la question du trauma, la question de l'impact de cette violence de notre vécu n'a jamais été abordée nulle part. Il n'y a jamais eu une initiative pour essayer de comprendre ou bien pour essayer d'accompagner ou bien pour essayer de soulager les personnes qui ont été victimes de ces traumas-là. Ce qui nous amène à qu'aujourd'hui, en 2024, nous devons voir que peu importe les démarches que nos dirigeants souhaitent prendre, il est important, et nous, en tant que psychologues et professionnels de la santé mentale, il est important de faire un plaidoyer pour que le volet de la psychologie dans tous les démarches, dans la santé publique, dans les plans politiques, dans toutes les choses politiques, en tant que politique publique, je voulais dire, soit inscrit et soit prise en considération parce que le fait qu'on n'a jamais considéré ça, c'est le résultat que nous vivons aujourd'hui où il y a beaucoup de personnes qui sont en train de revivre le trauma, de d'exprimer leur trauma à travers la violence, etc. Donc, ce qu'on avait vu comme piste de solution dans ce sommet-là, c'était qu'il faudrait en effet travailler avec il faudrait qu'il y ait un curriculum, un programme spécifique et qui pour aborder la question de la psychologie de la paix. Mais maintenant, il faudrait commencer aussi par une éducation à la paix. Donc, l'éducation à la paix devrait faire référence à que au sein même des curriculums du ministère de l'Éducation nationale, il faudrait qu'il y ait, il faudrait qu'ils prennent en considération un volet intégrant et de l'éducation qui serait une éducation à la paix, que tous les enseignants devraient être formés à cette éducation à la paix et tous les élèves, les élèves étudiants devraient être formés à cette éducation à la paix. Et au sein même des différentes communautés, il devrait y avoir des dispositifs d'accompagnement pour faire des écoles pour les parents, former les parents sur comment bien éduquer leurs enfants, comment bien encadrer leurs enfants, sur l'éducation positive et instaurer une culture, on pourrait dire en Haïti, une culture sur la construction de la paix. Ça, c'est une chose. Mais parallèlement, il serait important aussi, dans cette démarche-là, de pouvoir prendre en compte les impacts, le trauma que les gens ont vécu et qui élaborer autour de ça des activités psychosociales pouvant favoriser les émotions des gens, pouvant canaliser le vécu et pouvant permettre à ces personnes, à nous autres, la majorité, une grande partie de la population qui a vécu ces événements-là, de surmonter ce trauma-là et pouvoir adopter de meilleurs comportements, des comportements beaucoup plus assertifs, des comportements beaucoup plus pacifiques à l'avenir. Donc, nous pensons qu'il est extrêmement important et de bon ton de considérer l'importance d'un volet de santé mentale dans la politique publique et ceci, nos prochains dirigeants devraient prendre vraiment ça en compte, sinon nous risquons de retourner dans le même scénario, abordant le sujet uniquement
sous, sous le plan sur le plan politique et économique, mais ne pas considérer l'aspect psychosocial. Oui, et il y a une question, je ne sais pas. Comment une question, mon Dieu? En fait, il y a une réaction, c'est un sondage qui a été fait, c'est Samuel Jean. Bonjour Samuel. Je suis content que tu sois branché. En fait, il parle d'un sondage et une commune et en fait, c'est là, je pense, je ne sais pas si c'est une question. Il dit un sondage et quelle commune, la taille de l'échantillon 40, qu'avez-vous fait pour rendre l'échantillon représentatif? C'est, je ne sais pas si tu Oui, comprends le sens de la question, Pascal. je comprends. Oui, Mhm. comme j'ai dit tantôt, l'échantillon qu'on a présenté là, ce n'est pas un échantillon représentatif. On devrait faire ce sondage à sur une plus grande échelle, mais c'est un sondage qu'on avait fait nous autres sur les réseaux sociaux pour avoir une idée pour avoir une idée de comment les gens qui utilisent nos réseaux voyaient la psychologie, la perception qu'ils avaient de la psychologie par rapport aux différents webinaires qu'on avait fait. Mais maintenant, c'est quelque chose que nous encourageons qui devrait se faire sur sur une plus grande échelle avec les universités pour que justement qu'on puisse avoir une meilleure perception de la réalité. Donc, ce que j'ai présenté là, c'est quelque chose c'était juste quelque chose pour vous montrer, nous autres, parmi les gens qui nous suivent sur nos réseaux, et quand personne, quand, pour cent- et quand personne qui nous ont suivis ont répondu à ces questionnaires-là et nous sommes arrivés à ça. Mais comme j'avais bien mentionné, c'est pas quelque chose si vous avez tout suivi, j'avais pas mis ça dans le cadre de quelque chose de général. C'est quelque chose de très spécifique que nous avons fait. Mais maintenant, nous encourageons que c'est quelque chose qui doit se faire sur une plus grande échelle pour que justement on ait une idée beaucoup plus précise de l'évolution. Mais pour nous autres, ça montre quand même que le fait que nous avons fait la psychoéducation et différentes initiatives, ça montre quand même quand les gens sont informés sur le rôle de la psychologie dans les écoles. On avait fait des campagnes sur la psychologie au niveau du travail. Donc, lorsque les gens sont informés et lorsqu'on utilise la psychoéducation, ça augmente la compréhension des personnes sur la psychologie. Et donc, c'est quelque chose à considérer et c'est quelque chose qu'on devrait faire sur une plus grande échelle. D'accord, merci Pascal. Émile Lindo a levé la main. Émile. D'accord, merci. Et, bon, j'ai une question. En fait, j'ai plusieurs questions, mais la première question, c'est par rapport à ce que Pascal a dit, qu'il n'y a pas de psychologue qui travaille dans le secteur public. Donc, par rapport à ça, je voudrais savoir, Pascal, à travers les partenariats que vous avez développés avec le ministère de l'Éducation, et est-ce qu'il y a des mises en place qui se sont faites pour pouvoir intégrer je sais pas, les étudiants finissants ou éventuellement les mémorants en psychologie pour pouvoir faire soit des bénévolats ou, je sais pas, des trucs genre accompagner les élèves au niveau du secondaire et éventuellement au niveau du primaire? C'est ma première question. Donc après la réponse, je poserai les autres. Merci. Alors, ce que j'ai dit, il y a des psychologues qui travaillent dans le secteur public, mais le nombre de psychologues qui travaillent dans le secteur public est beaucoup moins que le nombre de psychologues qui travaillent pour les ONG. C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui travaillent, et à l'hôpital général, il y en a, à l'hôpital Massencla, il y en a, mais vraiment un nombre très, très, très limité. Il y a très peu de psychologues qui travaillent, très peu. Et pour le ministère de l'Éducation, ils ont une unité qui s'appelle CASAS, qui est une unité qui s'assure de l'adaptation scolaire, etc. Il y a un ou deux psychologues qui travaillent aussi. Donc, il y a des psychologues, on n'a pas de statistiques, l'État n'a pas de statistiques exactes aussi, mais il y a des psychologues. Maintenant, et par rapport à notre collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, donc, ils avaient recensé que parmi les professionnels qu'ils ont, ils ont beaucoup de professionnels, et que ce soit dans le nord, à travers le pays. On avait pu recenser approximativement une centaine de personnes qui avaient une formation de psychologie. C'est que
ils ne travaillent pas nécessairement comme des psychologues de psychologie. Donc, on avait prévu de développer un programme de formation et pour les habiliter, un programme de formation continue sur une longue durée, sur une année minimum, pour, euh, pour, pour les habiliter, ce groupe-là, à pouvoir exercer comme des psychologues scolaires approximatifs, mais des gens qui auraient on ne les avait pas appelés des psychologues scolaires, mais qui auraient un type de rôle d'intervention psychologie scolaire. Mais maintenant, il faut comprendre qu'en Haïti, il n'y a pas toujours de continuité dans, dans les démarches, mais c'est le protocole que l'association a signé avec le ministère, c'est un protocole qui est ouvert, c'est-à-dire qui ne se limite pas dans le temps, donc qui va continuer. Et à n'importe quel moment qu'un nouveau dirigeant veut solliciter l'aide, bien l'accompagnement, donc ça va se faire. Mais dans nos discussions, et dans un premier moment, il était question de faire une intervention pilote à Port-au-Prince où on avait pu former nous autres des responsables d'école, des censeurs, etc. Et aussi certaines écoles qui avaient un professionnel en psychosocial. On avait pu former 38 personnes, pour exemple. Et ces 38 personnes-là, on les avait donné un coaching où on les avait accompagnés dans les écoles pour qu'ils puissent mettre en place un protocole d'accompagnement au sein des écoles. Et il y a des outils qui ont été développés. Un outil pour la violence du milieu, c'est-à-dire c'est des activités que les enseignants devraient faire dans les écoles et pour pouvoir outiller les enfants à mieux gérer leurs émotions et la gestion de la colère, etc. Et il y a un autre outil qui a été développé sur la gestion du stress. La première intervention était de sensibiliser, de former les compagnies pour qu'au sein des écoles, qu'ils commencent à avoir des pratiques qui pourraient favoriser un premier support psychologique. Et dans un deuxième temps, souhait était de former et en psychologie scolaire, en psychologie, en éducation, des enseignants, des professionnels déjà au sein du ministère, qui travaillent avec le ministère de l'Éducation nationale, mais qui n'ont pas encore, qui ont une formation en psychologie, mais qui ne professent pas comme psychologue, de les former et pour que, avec ces unités-là qu'on allait former, pour qu'ils puissent jouer un rôle et qui serait équivalent à un inspecteur. C'est-à-dire que l'idée de départ, ça a été très difficile de dire que dans toutes les écoles du pays, qu'il allait avoir un psychologue, mais ce serait de former des unités et pour que ces unités-là puissent commencer à aller dans les écoles, etc. Mais c'est un projet à continuer. Donc, j'espère que notre prochain président et le prochain ministre de l'Éducation et tous les acteurs qui étaient concernés pourront continuer sous ces réflexions et voir comment on pourrait institutionnaliser et normaliser ces services-là. D'accord, merci Pascal. D'accord, Pascal, et merci pour la question, mais j'ai comme l'impression, et vous avez passé un petit peu à côté de ma question. En fait, moi, j'ai posé la question, c'est surtout pour ça, pour savoir est-ce qu'il y a une possibilité, de donner une possibilité aux étudiants, après leurs études, je sais pas, de faire comme des expériences de travail, soit dans les milieux scolaires ou quelque part ailleurs. Parce que, imaginez, pendant les études, c'est vrai on a deux stages, mais deux stages qui, généralement, parce que j'ai été, je sais comment ça se passe, donc qui n'est pas totalement, comment dire, totalement à 100%, mais je pense qu'à travers ces partenariats, donc, ça aurait été une possibilité beaucoup plus appropriée pour les étudiants. Donc, même si ce n'est pas tous les étudiants finissants, mais ceux qui rédigent leur mémoire, donc ce serait au moins une possibilité de leur permettre d'exercer la profession. Comme ça, ils acquerront d'une certaine manière des expériences ou des compétences par rapport à leurs études. Ça, c'est la première question. Deuxième question, je sais que
l'État du pays ne s'intéresse pas vraiment à cet aspect-là de la population, à cet aspect, ce qu'on dit, l'aspect psychologique de la population. Donc, est-ce que vous avez ça pas comme initiative de développer, je sais pas, des partenariats, soit avec le ministère de la Santé ou d'autres ministères pour pouvoir, je sais pas, intégrer les étudiants finissants? En gros, c'est ça. Je sais que c'est une question énorme, mais je la pose quand même. Merci. Oui, pour la première question, ce que je peux répondre, c'est que, Pascal, excuse-moi. Et oui, étant oui. donné, on est là depuis pas mal de temps, donc je me permets de te demander, on va terminer tout à l'heure. En attendant que tu répondes à la question d'Émile, et il y a Jean-Jacques Noël qui avait levé la main, donc je voudrais qu'il pose la question et après tu pourras répondre aux deux questions pour qu'on puisse terminer avec cette séance, et étant donné qu'on est là depuis pas mal de temps. Donc, je souhaiterais que Jean-Jacques Noël, qui a levé la main, puisse poser sa question, soit concis et précis, et Noël, et comme ça, Monsieur Jean-Charles pourra répondre aux deux questions avant de terminer. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Et en fait, merci Bradley pour l'intervention. Tout à l'heure, j'ai posé une question via le chat. Ça n'a pas été pris en compte. Heureusement, cette fois-ci, j'ai l'opportunité de poser directement la question. Alors, ma question va être un peu simple. Donc, tout à l'heure, Monsieur Pascal, vous avez parlé en fait, de la conférence de l'année dernière, interrogeant le lien qui serait important entre la psychologie et la paix. Par rapport au contexte actuel du pays, ma question serait donc quel rapport actuellement qu'il y a entre la psychologie, entre l'expertise psychologique et la justice. La justice, on peut dire, et la criminalité dans le pays, puisque c'est la problématique actuelle. Et à cette problématique, je pense que la psychologie pourrait convier. Voilà. Super. Donc, je vais répondre rapidement à différentes questions. Pour la question des stagiaires des facultés, bon, oui. Alors, comme j'ai dit tantôt, dans le cadre du partenariat, premièrement, avec le ministère, premièrement, c'était de recenser les psychologues qui travaillent déjà dans le milieu de l'éducation, mais qui ne professent pas comme psychologues. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a beaucoup de gens qui ont étudié la psychologie, qui travaillent, qui peuvent être enseignants. Par exemple, la personne peut étudier la psychologie et est professeur de mathématiques. Donc, cette personne-là, il a une étude en psychologie, mais il ne professe pas comme psychologue. Donc, dans le partenariat qu'on avait, les premières personnes qu'on allait considérer, ce seraient des personnes qui travaillent déjà au sein dans les lycées, dans différentes choses, mais avec une formation de psychologie, mais qui ne professait pas forcément la psychologie comme profession, mais qui avait étudié ça. Maintenant, deuxièmement, et comme je dit tantôt, il y a l'université publique au Cap-Haïtien qui offre, par exemple, actuellement là, une maîtrise en inclusion scolaire et qui offre un programme en psychopédagogie, etc. Donc, le ministère aussi avait prévu que parmi les facultés qu'il a, comme c'est pas les facultés publiques, de favoriser l'inclusion et la participation, l'insertion, pardon, d'étudiants qui ont soit en psychopédagogie dans les facultés qu'ils ont dans le Cap haïtien ou bien à Port-au-Prince en psychologie. Mais néanmoins, il allait mettre, pour pouvoir faire le stage, pour pouvoir travailler au sein des écoles, il devrait développer un programme, un curriculum de formation spécialisé, par exemple. Et ce serait comme, pendant que la personne fait le stage bien travail, mais cette personne serait formée pour, à la fin de cette formation-là, avoir un diplôme accréditant qu'il puisse intervenir dans les milieux scolaires. Donc, c'était ça l'idée. Mais je pense que l'idée de favoriser les stages pour les étudiants
et des différentes facultés, que ce soit de Port-au-Prince ou de Cap-Haïtien, c'est une excellente idée. Et je pense que dans le cadre d'un partenariat comme ça aussi, ça allait être possible. Mais nous autres, de notre côté, dans l'association, dans le cadre pour nous autres, donc, un partenariat comme ça allait favoriser aussi que nous autres, on puisse recruter, former des psychologues stagiaires pour pouvoir professer et intervenir dans les écoles. Mais j'ai dû quand même conceptualiser. Maintenant, et ceci dit, comme je vous ai dit tantôt, on peut toujours signer des partenariats, des conventions, etc. Mais ça va devenir vraiment quelque chose de formalisé si ça rentre dans le cadre de lois qui se votent dans le Parlement. C'est-à-dire il y a comme si on décide que voilà, comme si là, c'est des décisions que des particuliers, comme si un responsable d'un ministère ou bien un responsable d'un cellule peut prendre. Mais maintenant, il faudrait que toutes ces décisions-là que nous avons prises, toutes ces pensées-là, soient vraiment intégrées dans des politiques, dans les lois du pays pour que vraiment on dit que désormais, dans le pays, dans le ministère, il doit y avoir tant, etc., etc. Donc, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus et quelque chose de beaucoup plus durable. Dans le cas contraire, ce sont des initiatives qui ont été prises, mais le fait il y a pas un cadre vraiment qui est permanent pour ça, donc ça risque à n'importe quel moment, et on risque de voir que la continuité soit bancale. Mais je pense que déjà, un pas est fait, c'est de sensibiliser et de faire reconnaître l'importance qui est des psychologues dans les écoles et l'importance qui est un programme spécifique de formation, que ce soit pour des psychologues qui sortent de l'université, des psychologues stagiaires, que ce soit pour des professionnels qui travaillent, mais des professionnels qui ont étudié la psychologie, mais qui ne professent pas comme psychologues dans les écoles, qu'il y ait un programme spécifique sur l'intervention au milieu scolaire. Donc, c'est quelque chose que, qu'on avait débattu, c'est quelque chose il y a des ébauches à quoi pourrait ressembler ce programme de formation-là, parce que les personnes qui travailleraient dans les écoles devraient avoir une certification. C'est comme si, pour faire un équivalent, c'est comme si ce serait comme un processus d'internat. C'est comme si, comme internat, si on prend la médecine, c'est comme un processus où, dans ce processus où les étudiants se trouvent dans les écoles, mais ils allaient être formés non seulement travailler, mais être formés pour en sortant de cette formation-là, ils soient certifiés comme des personnes qui peuvent intervenir au milieu scolaire et par la suite avoir un emploi dans le ministère. Donc, c'était ça l'idée est de base. Maintenant, pour ce qui concerne le sommet que nous avons fait, et je pense que le sommet que nous avons fait était extrêmement important et dans le sens que le sommet nous a permis de, de voir en effet que la psychologie joue un rôle important. Et vous avez demandé la relation entre la justice et la psychologie. Bon, en Haïti, malheureusement, il y a très peu de relations entre la psychologie et la justice. Et nous n'avons pas vraiment spécifiquement abordé ce point-là. Cependant, en ce qui concerne les mineurs, comme j'ai dit tantôt, en ce qui concerne les mineurs, c'est-à-dire que les mineurs moins de 18 ans qui sont en conflit avec la loi, dans tous les pays, y compris en Haïti, on a une institution qui s'appelle Cernicol. Donc, on pense que pour les mineurs, il faudrait avoir, par exemple, moi-même, j'ai une formation en psychologie et en éducation, et il y avait différents itinéraires. Et parmi les itinéraires, j'avais des collègues qui s'étaient formés justement pour travailler dans des centres dans des centres pour des mineurs. C'est-à-dire que pour les mineurs, il faudrait dans nos lois aussi, et on n'envoie pas les enfants en prison, on les envoie dans des centres de rééducation, etc. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait des programmes standardisés et pour prendre en charge
ces enfants-là qui ont été, beaucoup d'entre eux sont entrés dans les groupes armés par contrainte, par force. Il y a des problèmes d'addiction. Il y a aussi ils sont entrés parce que, bon, c'est pour diverses raisons, mais c'est important pour nous autres qu'il y ait dans, que vraiment dans le ministère de la Justice et toutes les personnes concernées, et la police, etc. Et dans la police aussi, il y a une unité qui s'appelle BPM, qui travaille avec Brigade de protection des mineurs. Donc, c'est extrêmement important, ce volet-là des mineurs, des enfants, adolescents en conflit avec la loi, que vraiment qu'on aborde ça de manière beaucoup plus scientifique et normalisée pour que vraiment on puisse offrir à ces enfants et adolescents une prise en charge, un accompagnement et psychologique pouvant les habiliter à, à réintégrer la société. Maintenant, pour les plus grands, dans les autres pays, pour les plus grands aussi, il y a des psychologues qui travaillent dans les prisons, etc. Mais en Haïti, on n'est pas encore à ce débat. Mais dans la réflexion qu'on avait faite, on avait vu il est important que dans tous les dispositifs d'accompagnement, dans toutes les décisions qu'on va prendre, les décisions politiques, qu'on prenne en compte et la santé mentale et que la santé mentale soit inclue dans les politiques, comment dire ça, dans les politiques publiques qui souhaitent faire qu'il y ait toujours un volet dans la santé mentale. Donc, c'est tout. Bralé, je te cède la parole, bien Pierre, pour... Merci Pascal. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation et nous disons merci. Nous tenons à vous remercier. Nous remercions également tous les participants et participantes qui ont été présents. Et bon, et nous avons, nous allons avoir une autre présentation avec des étudiants et durant cet Oui, après-midi, je crois que c'est à 6h30. exactement. Exactement. Et Méloupia, avant laisse-moi faire un petit point avant de terminer. Et vraiment, je tiens à remercier Pascal d'avoir été de cette minute disponible et d'avoir présenté en fait les enjeux et la psychologie et la santé mentale en Haïti et sous différents aspects. Et donc, je dois dire que cette présentation s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la psychologie qui est une initiative de la Société interaméricaine de psychologie et en partenariat pour Haïti avec l'Association haïtienne de psychologie et également Psychonaissance. Et donc, on a commencé hier avec les présentations. Donc, hier, on a eu une première présentation avec Béatrice Thionnier qui nous a entretenus sur le travail qui est fait avec les femmes et filles victimes de violences et aussi les impacts et sur les intervenantes et les psychologues intervenantes. Et dans l'après-midi, on a eu une présentation avec Olympia Petzold sur le mindfulness. En fait, aujourd'hui, là maintenant, on a eu une présentation de Leslie Pierre concernant les enjeux psychosociaux d'immigrés haïtiens en France, notamment ceux qui sont en situation irrégulière. Et là, on vient d'avoir une présentation avec Pascal Jean-Charles sur les enjeux de la psychologie. Donc, plus tard, on aura une dernière présentation qui sera en fait, qui fera le lien entre la santé mentale et le changement climatique en Haïti. Et ce sera avec Burgot Pierre. Donc, et ce sera le même lien. Donc, on pourra vraiment entendre et discuter avec Burgot sur son travail et voir comment les changements climatiques affectent la santé mentale des personnes et notamment en Haïti. Et merci encore à Milou, Pierre, d'avoir facilité cette présentation.
Donc, c'est ça. Et continuez à nous suivre. Les vidéos seront postées sur nos pages, notamment sur la page de l'Association haïtienne de psychologie et également sur la page de la Société interaméricaine de psychologie. Comme ça, vous pourrez revoir si vous avez raté ou alerter d'autres et sensibiliser d'autres personnes à regarder les présentations et les échanges qui ont eu lieu lors de ces présentations. Donc, voilà, et merci à tous, et merci Pascal, merci Pierre. Donc, on prend rendez-vous plus tard, 6h30, pour la dernière présentation. Il faut dire que la semaine de la psychologie, c'est toute une semaine. Donc, c'est différentes activités dans différents pays. Et nous, Haïti, on est en langue française. Donc, nos présentations sont faites en français, mais les autres présentations sont faites dans des langues différentes qui sont parlées en Amérique, comme l'anglais et l'espagnol. Mais pour nous, en Haïti, c'est en français. Et l'Association haïtienne de psychologie, comme elle a l'habitude de faire, donc, et favorise ce genre d'activité et ce genre de collaboration. On a déjà eu pas mal d'interventions de différents intervenants en santé mentale et en psychologie, et on va continuer à le faire. Donc, vous serez informés pour les autres présentations, et comme ça, vous pourrez en profiter et participer. Donc, voilà. Merci à tous. Merci Pierre, merci Jean-Charles, merci à tous les participants. Donc, on se retrouve un peu plus tard à 6h30 pour la présentation de Burgot. Merci Bradley. À bientôt. Merci à tous.